Salut à tous, donc c'est Antoine pour tes expériences. Bonjour à tous. Ce soir, l'idée c'est de pouvoir parler et c'est de rencontrer, excusez-moi, je suis tout ému. Je rencontre donc Fabien qui est CTO en startup. Donc l'objectif, comme d'habitude, pour tes expériences, c'est de pouvoir en fait creuser une activité atypique. Donc la startup, c'est vrai que même s'il y a de plus en plus de gens dedans, c'est encore un côté un peu inconnu pour une partie. Et on va donc creuser notamment sur une partie un peu plus empathique, les émotions, un peu ce qui s'est passé sur le côté personnel. Voilà un peu l'idée. Moi, je me dis que c'est des sujets sur lesquels je suis hyper curieux. C'est pour ça que je les partage sur Twitch, parce que peut-être que ça doit intéresser d'autres personnes. Mon objectif, c'est d'améliorer un peu l'écoute et de comprendre un peu plus ses émotions. Donc, en montrant un peu, en faisant l'exercice, ça permet aussi de se rendre compte un peu de comment on peut utiliser les émotions dans le cadre d'une interview, par exemple. Voilà un peu le sujet. Alors, je vois Ariana que tu es en train d'essayer. Donc pour faire ça, il faut cliquer sur les points de chaîne. Vous pouvez vous amuser. Donc ça risquera de changer, Fabien, l'ambiance. Donc sur les points de chaîne tout en bas à gauche, on a donc les pesetas. Les pesetas vous permettent notamment de pouvoir choisir de changer la couleur. Vous cliquez sur je change la couleur et vous mettez la voilà. Voilà. Donc Tellement bien. voilà. Attends-toi à avoir des choses. Donc, Fabien, qui es-tu? Comment es-tu arrivé à ton activité actuelle? Et sur le chat, j'attends vos retours pour savoir si on entend bien le son de Fabien, notamment. Et Fabien, je te laisse la main. Qui je suis Donc, je m'appelle Fabien. Je suis ultra stressé. J'ai jamais fait de live de ma vie. J'ai fait quelques vidéos, Ouais, mais effectivement, les lives, c'est la première fois. ouais, Donc, qui je suis Pour faire simple, c'est une expérience professionnelle. Donc, je suis directeur technique, donc CTO, Chief Technical Officer, dans une startup de 9 personnes. Qu'Antoine connaît bien, mine de rien, il aura, je pense, l'occasion de faire une interview du même type avec le fameux CPO de Sakeo. J'attends de voir la même personne dans mon fauteuil. ouais. Et. Attends, je Oui, vais juste m'occuper du du micro. son, du micro. Excuse-moi, on va juste se rapprocher et le mettre un peu plus comme ça. Est-ce que c'est mieux comme ça? Je pense que oui. Vas-y, vas-y. Bien. Je m'occupe dans une startup du rôle de direction technique, ce qui consiste à insuffler une partie de la vision autour du delivery et de la partie structure du produit digital qu'on est en train de concevoir autour de la planification, la construction et la supervision d'architecture connectée. Ok. Est-ce que tu peux juste me répéter vite fait? Donc tu m'as dit supervision. Planification, Ouais. Donc planification, supervision, construction construction. et supervision de solutions connectées. D'accord. Ok. Alors, pour illustrer ce qu'est une solution connectée, puisque les gens je pense, n'ont pas forcément. On a vu autour de nous des appareils connectés apparaître, type Google Home, Alexa, Ouais. mais en fait, on a des applications industrielles qui sont omniprésentes, type par exemple le tracking de conteneurs lors de leur voyage, quand ils vont sur tout leur cycle de vie, au moment où ils embarquent dans un cargo, où ils sont déchargés par exemple au port du Havre, et le moment où ils sont livrés chez un client. Et ce qui a changé par rapport à quelques années, c'est que, je prends l'exemple des années 70, avoir une Jeep connectée qu'on pouvait traquer, ça coûtait plusieurs millions de dollars. Aujourd'hui, un tracker pour un conteneur, ça coûte 10 euros. Donc D'accord. effectivement, l'impact de ce milieu-là a complètement été bouleversé par ces économies d'échelle. Ok. Donc en fait, ce que tu dis, c'est que tu parles du tracking, donc on fait du suivi d'objets. Une solution connectée, par exemple, ça sert à suivre des objets sur la planète pour savoir où ils sont. Tout à fait. Le but, c'est pas déçu pour la vocation de savoir où ils sont, mais surtout avoir un intérêt métier, de dire par exemple pour l'exemple des conteneurs que je vais reprendre, 30% des conteneurs sont utilisés une seule fois. D'accord. Pourquoi? Tout simplement parce qu'à un moment ils arrivent au port, on les décharge, puis on oublie tout simplement qu'ils existent. On sait qu'ils existent dans un listing papier, mais on ne sait plus exactement où ils sont. On a noté qu'ils étaient au B12, mais en fait ils sont pas au B12, ils sont au B14, et vu qu'on ne sait pas où ils sont, on ne les réutilise plus. Ok.
C'est vrai que ça paraît étonnant de se dire qu'on perd des choses. Moi, ce que j'avais entendu, c'est que dans des usines, par exemple, parfois on perd des lots de pièces, une assemblage, et en fait, je pense qu'on c'est difficile à imaginer des hangars qui sont tellement grands, à tel point qu'on peut perdre des éléments. Parce qu'on se dit, mais comment on peut perdre des pièces qui valent parfois plusieurs centaines de milliers d'euros, quoi. Ah, oui. Ouais. Donc voilà. Ok. Donc c'est ça le sujet. Euh, alors et donc Ariana nous dit, est-ce qu'il y a bien des choses dans ces conteneurs qui sont perdus quand même? Plus souvent, la livraison est récupérée. Mais Ouais. par exemple, on le charge sur un camion dans un transport multimodal. Donc, transport multimodal, j'ai pris le conteneur qui est arrivé sur un cargo, je l'ai Mhm. posé sur un camion. Ouais. Le camion part du Havre. Il amène le conteneur chez un fabricant qui veut récupérer ses pièces. Le Mhm. conteneur est déchargé. Ouais. Seulement, à un moment, le conteneur est ramené au port du Havre parce qu'il doit être réutilisé ou ce genre de choses. D'accord. Et donc, quand il est ramené, il est réintégré dans le port, mais parfois au mauvais endroit. Ok. Ok. Donc là, on pige bien un peu le sujet de la startup dont tu parlais. Donc, tu as évoqué le terme de CTO. Je l'ai laissé un peu volontairement, tu vois, flou. Qu'est-ce que ça veut dire CTO? C'est quoi un CTO? Définition difficile, mais comme beaucoup de métiers. Je vais donner. Déjà, le terme veut dire Chief Technical Officer. Ouais. En gros, c'est une personne de l'entreprise qui a la responsabilité d'aligner le delivery et la vision métier, notamment la D'accord. vision technique. Mhm. La vision technique et la vision métier. D'accord. Il va avoir plusieurs responsabilités selon la taille de l'environnement. Un CTO d'une entreprise de 3000 personnes n'est pas la même chose que dans mon cas, qui est un CTO de 9 personnes, qui est presque Hmm. plus proche d'un tech lead. Ouais. Une différence par rapport à un modèle de leader technique ou d'une personne qui va driver une équipe, c'est qu'on a une mention ressources humaines, managériales ou stratégiques qu'on n'a pas sur ce poste-là. D'accord. Donc du coup, tu vois, je t'avais dit, les lumières changent parfois. Donc tu parles de ressources humaines donc RH et management, c'est ça pour toi la plus grosse différence entre une petite et une grosse structure? Non, pas totalement. En fait, je parlais surtout entre la différence entre le rôle de leader technique dans une équipe, la personne qui va D'accord. porter le fait de porter l'identité d'un produit Mhm. technologique, Ouais. qui va orchestrer le développement, qui va amener l'équipe à grandir, à se construire autour de lui, autour du produit. Mhm. Le plus souvent, la différence, dans un leader technique, il a une ordre de mission. Ouais. Dans le cas d'un CTO, il fait partie prenante du management de l'entreprise et donc il est aussi partie prenante de la vision stratégique de l'entreprise. D'accord. Ok. Donc en fait, ce que tu dis, donc la vision de l'entreprise et management de l'entreprise, donc c'est un rôle, le CTO a un rôle plus important que le tech lead, c'est ça que tu es en train de dire. Enfin, un rôle. Différent. D'accord. Oui, c'est vrai. C'est un rôle peut-être plus, certains appelleraient stratégique. On peut dire ça comme ça. D'accord. Après, CTO. stratégique sans jugement de valeur. C'est-à-dire qu'à un Ouais, bien moment. sûr. Oui, oui, c'est ça. Il y a une prise, c'est peut-être moins opérationnel, c'est ça. Oui, exactement. D'accord. Ok. Ok. Et donc, du coup, toi, tu te définis plutôt dans la définition que tu as comme CTO ou plutôt comme leader technique, tech lead, comme tu dis. Sur une startup de 9 personnes, je suis un peu entre les deux. D'accord. C'est-à-dire que j'ai pas encore pris complètement la posture de CTO, tout simplement parce qu'il y a pas mal de choses que je dois encore développer moi-même. Ok. Je ne peux pas tout déléguer au sens de l'opérationnel. D'accord. C'est la différence entre une startup ou un CTO d'une entreprise de plusieurs milliers de personnes ne va plus du tout être dans le modèle opérationnel, vraiment dans la définition stratégique. Il va être un interlocuteur de la direction. Il va donner une trajectoire. Il va convaincre des gens de le suivre, Hmm. mais il va être dans un poste purement managérial. J'ai croisé des gens qui aujourd'hui sont CTO qui ont à la base un profil business. D'accord. Ok, ouais. C'est-à-dire qu'ils ont un profil business avec une appétence sur la technique, Ouais. mais ils ont un profil business. Ok. Alors, est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur c'est quoi le développement? Parce qu'il y a plein de gens ici qui savent pas ce que c'est en fait le développement. C'est un monde qui fait peur, pour beaucoup en tout cas. Comment toi tu parles du développement parce que j'ai l'impression que ça fait quand même partie importante de ton métier. En tout cas, ça fait partie de mon parcours. Ouais. Euh, L'information aujourd'hui, on a tous ces applications en face de nous.
que ce soit une des plus connues qui est Google, Mhm. que ce soit des applications aussi anodines que Evernote quand on prend des notes, que ce soit des applications autour de la... quand je vais commander sur Casino Drive ou Leclerc Drive pour faire mes courses, Ouais, ce sont des applications. d'accord. À un moment, ces applications, c'est permettre à des gens d'interagir à distance avec un processus métier, donc obtenir un service sans avoir d'interlocuteur humain ou personnel. Ok. En gros, on va suivre une certaine série d'étapes qui vont nous accompagner, nous permettre d'être soit plus efficient, soit le faire à moindre coût, parce que, euh, pas forcément pour le fait de détruire l'emploi, mais tout simplement pour le fait que ces emplois, aujourd'hui, on aimerait utiliser les gens pour faire des choses plus intéressantes. Euh, et ces applications, à un moment, leur comportement doit être spécifié. Ok. Et la forme de spécification qu'on ait pour spécifier une machine qu'elle doit faire, ça s'appelle du code. Mhm. Euh, le code est un moyen de dire à un automate, un ordinateur, une machine, comment il doit se comporter. Ok. Aujourd'hui, c'est forcément un humain qui va écrire ce code-là. Pourquoi tu précises ce point en particulier sur la fin? J'ai l'impression que tu voulais C'est-à-dire insister sur ça. qu'aujourd'hui, il y a quelques années, il y a quelques dizaines d'années, on parlait du fait que les ordinateurs se programmaient tout seuls. D'accord? Aujourd'hui, on est encore dans un gros mouvement d'intelligence artificielle, on se dit les ordinateurs vont encore se programmer tout seuls, Ouais. par mimétisme. Par exemple, je prends une pomme, je la déplace, l'ordinateur sera capable de reproduire le geste. D'accord. La réalité, c'est que oui, on peut y arriver. Mais en fait, c'est juste, on lui a donné l'information de la pomme, je la prends, je la déplace. On peut le déporter sur l'utilisateur, et la plupart du temps, c'est quelqu'un qui doit le faire de manière plus bas niveau, Ok. qui doit vraiment spécifier, ok, je prends telle variable, telle donnée, je la transforme, je l'amène à tel endroit, et ça va se mettre dans un entrepôt de données, et je saurai quand c'est dans cet entrepôt de données que la commande sera prise par notre système, qui va l'amener devant un opérateur qui va récupérer dans votre espace Drive le produit, le ramener, l'amener au client final qui va le récupérer. D'accord. Donc en fait, pour toi, le code, c'est une étape dans tout un processus. Oui, D'accord. Donc tu vois ça, tu vas mélanger. Donc, si je comprends bien, hein, ce que tu dis, c'est que pour faire une action ou quelque chose, une activité, tu parlais du drive par exemple, ça va mélanger des activités humaines, des activités techniques, enfin en tout cas des choses qui vont être faites. de l'information. D'accord. Ok. À la base, le code, quand on l'a mis en place, a remplacé les systèmes papier. J'avais une carte, Ouais. la carte avec mon nom client, sur des choses qui étaient dans un grand tiroir. On a vu ces illustrations dans des bandes dessinées, dans des photos, Ouais. où on avait des grands tiroirs et des Oui. cartes sur chacune des personnes. Mhm. Les premiers systèmes qu'on a développés en termes de code permettaient de remplacer ce genre de système. D'accord. Donc en fait, c'est vraiment le code permet l'automatisation et il y en a, alors, pas toujours eu, mais au début elle était un peu plus faite à la main, quoi. Bah, en fait, c'est toujours fait à la main. Mais ok, d'accord. Donc en tout cas, moi, ce que j'en retiens, c'est que le code fait partie d'un processus et que c'est qu'une étape. Et c'est intéressant ça parce que dans l'informatique, on a souvent tendance à croire, en tout cas dans l'imaginaire collectif, que je développe en fait quelque chose et je produis quelque chose qui va apparaître, qui va pouvoir être utilisé derrière. Enfin, il y a une notion de finalité finalement quand je développe quelque chose. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, Hmm. et j'ai l'impression que c'est pas tout à fait la même chose. J'ai l'impression que le code va servir un processus et va pas servir à. C'est pas un but. En fait, 90%, enfin 80-90% du code qui existe n'interagit pas avec les humains. D'accord. Ouais, ok. La plupart, il y a beaucoup de code avec lequel vous interagir. Quand je tape sur la fenêtre Google, Ok. mon élément de recherche, ça va interagir. Mais beaucoup de choses qui sont passées avant, de l'indexation, le fait de scanner le web, ce genre de choses, n'interagira pas avec un humain. Hmm. Donc effectivement, dans tous les cas, on développera vraiment un code pour le plaisir de développer quelque chose. Tout comme on ne va pas nettoyer son appartement pour le plaisir de nettoyer son appartement. C'est qu'à un Hmm. moment, le fait d'avoir un appartement propre nous fait se sentir bien. Le Ok. fait de développer du code nous permet de permettre de transférer une information qui va être prise en charge par quelqu'un d'autre, qui peut être un humain ou une machine. Hmm. La différence fondamentale, c'est qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de machines qui prennent en charge ces événements. Alors jusqu'à présent, parfois, c'est juste de la transition d'humain à humain. Ok. Euh, Ça a un impact. Après, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, ça c'est une autre histoire. Ok. Et donc, tu nous as parlé de start-up, tu as un petit peu introduit ça.
Donc, tu as parlé d'une structure de 9 personnes. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur c'est quoi finalement une startup? Donc, tu es cofondateur. On est donc tous les deux cofondateurs, hein. Fabien est un ami et collègue. Voilà. Et donc, est-ce que tu peux nous expliquer, toi, la vision du monde de l'entreprise? Euh, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Euh, le but d'une organisation, normalement, c'est de rassembler des personnes, des gens. Une Ouais. entreprise rassemble des gens Ok. qui vont aller vers un objectif commun. Cette entreprise peut être incarnée ou pas par une personne. Si je prends le cas qu'on connaît, qui est un peu caricatural, c'est Elon Musk qui incarne complètement ça. Hmm. Dans le cas de Stakeo, Ouais. on est un groupe de personnes qui avons été rattachées qui nous sommes rattachés autour d'une vision d'une personne qui s'appelle Pascal Duquette-Blanc, qui porte une vision de qu'est-ce que va être le monde connecté demain et comment est-ce qu'on peut faire en sorte de le rendre plus rationnel. Il y a une vision d'un produit qui peut permettre à les gens d'être plus réactifs, d'être plus efficients dans la manière de traiter les solutions et de moins, on va dire, bricoler. Donc, que ce soit moi, Antoine et l'autre personne qui est avec nous, qui s'appelle Guilhem, on s'est rattaché à cette vision-là et on s'est mis d'accord sur le fait de faire tout ce qui est en notre capacité pour rendre concrète cette vision. Une start-up, la vocation, contrairement à une entreprise classique, on est dans un modèle qui est un modèle dans lequel on va chercher un chiffre d'affaires immédiatement, trouver un business model qui est activable immédiatement. Quand j'ouvre un magasin, je ne m'attends pas à ce qu'il soit rentable au bout de 2 ans. Je m'attends à ce qu'il soit rentable 1, 2, 3 mois après. Hmm. J'ai créé ma clientèle, je vais la construire. Dans le cas d'une startup, c'est un modèle d'entreprise qui est apparu il y a quelques années, il y a une vingtaine d'années maintenant, Ouais. qui vient du point de vue du fait que le monde est global. Dans un monde global, on se dit que quand on a une idée, on est capable de la délivrer au monde entier. Et on va se mettre en démarche pour le faire. C'est un projet risqué. C'est que ça peut réussir, comme ça peut échouer. Pour des raisons qui sont dues à l'équipe, pour des raisons qui sont dues au monde extérieur. Donc c'est vraiment une ambition commune qui est partagée du fait d'amener au plus grand nombre de gens possible le savoir-faire qu'on veut développer. Donc une start-up, c'est une entreprise qui le plupart du temps au début fonctionne à perte. On va lever des fonds euh, et le but c'est de développer un actif qu'on va pouvoir déployer auprès du plus grand nombre de personnes possible pour atteindre une taille critique qui fera que ça fonctionnera. Ok. On a tous en tête donc des startups, les startups américaines qui ont réussi. On entend souvent parler des Google, Facebook, Amazon, etc. Donc elles, en fait, elles ont réussi à déployer. Parce que si je suis ton exemple, hein, ce sont des boîtes qui ont réussi à déployer au plus grand nombre, finalement, leurs produits, leurs technologies. C'est ça l'idée. C'est une idée qui est très forte. Après en France on a aussi des startups qui ont très bien marché. Une des startups que les gens vont sûrement le plus connaître c'est Doctolib. D'accord. Doctolib pendant des années n'a pas forcément été rentable. Aujourd'hui, c'est une entreprise qui vit très bien, qui est en train d'énormément se développer, qui a un impact énorme sur même nos modes de consommation de l'univers médical et qui a un rôle à jouer extrêmement fort dans la crise qu'on traverse actuellement. D'accord. Ouais, tu as raison, c'est important de rappeler des exemples français. Alors, donc, tu vois, on a des personnes qui arrivent. Jessie, on est avec Fabien et tous les jeudis, je fais des interviews avec des personnes. Donc, ce soir, on interviewe un CTO en start-up pour comprendre un petit peu plus quelle est son activité et comment il fonctionne au quotidien. On te salue. Merci Jessie. Bonjour. Euh, Jessie, si je ne me trompe pas, est québécoise. Elle nous a rejoint hier. Donc, voilà, ça tombe bien que tu arrives. Donc, québécois ou québécoise d'ailleurs? Je ne sais pas. Jessie, ça peut être les deux. Alors, donc, ce que je te propose, Fabien, maintenant, ça va être de passer un petit peu plus sur le suivi québécoise. Enchanté. Donc, je te propose de passer un petit peu plus sur la description des étapes. Donc, là, ce qui va se passer, c'est qu'on va construire ensemble un parcours. Donc, voilà, on va faire quelques étapes. On va essayer de se limiter à 5. Tout à l'heure, tu nous as parlé, tu nous as dit qu'il y avait
planification, construction, supervision de solutions connectées. Alors je ne sais pas si ça ce sera la thématique que tu vas nous aborder, mais quelles sont les grandes étapes, deux, trois grandes étapes de ton métier, un peu plus dans le concret, quoi. Alors aujourd'hui, je vais plutôt les séparer sur un modèle de délivrer un produit. D'accord. Donc, délivrer un produit. Vas-y, hein, t'inquiète, hein, je prends les notes. Vas-y, termine. Ok, Je peux attendre que tu finisses de taper. ça marche. Ouais, c'est très aimable. Et en plus, ça me laisse le temps de réfléchir. Ouais, Délivrer un produit. Le deuxième axe, ça va être organiser une équipe. ouais, ok, Et enfin, le troisième axe, c'est d'assurer tout ce qui est recherche-développement. ok, Alors, développement, pas forcément au niveau recherche très élevé, mais plutôt dans l'opérationnel, d'identifier les sujets qu'on a déjà traités d'un point de vue exploratoire et venir faire les premiers processus de prototype et ce genre de choses. ok. Donc on va creuser un petit peu ça. Alors délivrer un produit, si on va un peu plus dans le concret, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire définir ce qu'il y a à faire, Ouais, une deuxième étape, c'est aussi lorsqu'on rencontre des clients ou des gens en avant-vente ou des prospects, de définir ce qu'ils ont besoin. En tout cas, de les écouter. Je pense que ça rejoint ce que tu prends souvent, l'écoute. d'accord. Ok, Euh, et le troisième, c'est... j'essaie de réfléchir pour l'exprimer. Donc pour l'instant, je ne vais mettre que deux. ok, Les autres, je les mettrai dans les autres points. ça marche. Donc tu le laisses dans cet ordre-là, définir ce qu'il y a à faire et écouter les clients, ou ça c'est l'inverse? Euh, alors, c'est écouter les clients et imaginer les solutions. D'accord. Les clients. Ok. Alors, donc du coup, pour la première, définir ce qu'il y a à faire concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire travailler avec une autre personne chez Sakeo, qui est la personne qui est en charge de la direction produit. L'avantage, c'est facile, il est à côté de moi. Pour construire un ensemble de choses qu'on veut atteindre dans le produit qu'on va structurer au fond d'un backlog, enfin, ça va définir des histoires utilisateurs, des user stories. On va dire qu'est-ce qu'on veut voir apparaître dans le produit et quel est le service que ça va rendre et quelle est la valeur que les utilisateurs vont en retirer. D'accord, Donc nous, on est dans un produit SaaS, Software as a Service, donc une application web. ça marche. Donc en fait, définir ce qu'il y a à faire, ça veut dire que toi, donc c'est pas quelque chose que tu fais seul. Non. Donc, et tu parles d'histoire utilisateur. C'est quoi une histoire utilisateur? Est-ce que tu as un exemple? Par exemple, si je prenais un exemple, quand je vais revenir sur le côté Drive, quand je vais faire les courses sur le Drive, une histoire utilisateur, ça veut dire votre client arrive sur le parking Ouais, et en moins de 10 minutes, son coffre est chargé, il peut repartir. Indirectement, derrière, on va mettre tout en œuvre pour le rendre réalisable. d'accord. Donc du coup, ce que tu veux dire, c'est que en réalité, quand tu, euh, quand tu décris ça, tu dis pas ce qu'il faut faire. Parce que là, donc votre client arrive sur le parking, à moins de 10 minutes, son coffre est chargé. Ça décrit pas les choses à faire. Alors, à partir de cette histoire utilisateur, je vais avoir un deuxième travail que je peux soit faire, soit déléguer. Ouais, Ça va dépendre des cas. Qui est de définir ce qu'il faut transformer dans le produit pour qu'on puisse le faire. d'accord. D'accord. Ok. Et donc, concrètement, là, si on reprend l'exemple du client qui arrive sur le parking, à moins de 10 minutes, son coffre est chargé, ça veut dire quoi Alors,
il peut y avoir deux cas qui se présentent. Le premier, c'est je vois une piste technique, une solution que je peux implémenter, qui est réalisable dans un temps relativement court. En gros, quand on parle de temps court, c'est inférieur à 1 ou 2 semaines. D'accord. Dans ce cas, je vais donner accepter l'histoire utilisateur et on va se mettre d'accord sur plein d'hypothèses simplificatrices pour le réaliser ou pas le réaliser. D'accord. Le deuxième cas, c'est que l'histoire utilisateur ne rentre pas. C'est-à-dire qu'en gros, je ne vois pas de stratégie pour le faire. Ouais. Actuellement, avec une équipe de 9 personnes, on va se retrouver, je ne peux pas me retourner vers quelqu'un et demander à quelqu'un d'autre s'il a une autre idée, ou parfois je peux, mais en tout cas dans les langues autour de moi, je n'ai pas le niveau forcément de seniorité Mhm. pour parfois être challengé ou ce genre de choses. Je vais quand même interroger pour savoir si j'ai bien compris ce qui se passe. Et dans ce cas-là, si j'ai bien compris, je vais me dire, bah, je ne sais pas faire tout simplement. Ou je ne suis pas capable de faire. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que on en tente une autre, on fait une autre histoire utilisateur, ou est-ce qu'on tente quand même celle-là, sachant que actuellement, je sais qu'il faudra 1 mois par exemple pour la faire. D'accord. Je Ok. peux aussi, dans certains cas, dans le cas où une autre personne que moi a l'expertise sur le domaine et que je n'ai pas, me retourner vers cette personne et demander s'il voit une stratégie que je n'ai pas vue. Ok. Moi, la garantie que je dois apporter en tant que CTO, c'est qu'à partir du moment où je dis on va le faire, il faut que dans le temps imparti, pas forcément au jour près, mais il faut que dans le temps imparti, cette user story soit accessible à l'utilisateur sur notre application. Ok. Le change, quand je dis ça, c'est que j'engage pas seulement moi-même, mais j'engage aussi le reste de l'équipe, qui vont être d'autres développeurs, à dire on va le faire. Et si j'engage le reste de l'équipe et qu'en fait je n'assume pas, je suis plus dans mon rôle de CTO. On pourrait avoir l'image du développeur qui est seul face à son écran. Ce que tu dis, c'est que c'est un travail. Enfin, j'ai l'impression que c'est vraiment quelque chose d'équipe, quoi. Oui. Ok. Alors, cette étape-là, euh, donc tu vois, en fait, il y a des émotions disponibles à côté. Ce serait quoi l'état émotionnel dans lequel tu es lorsqu'il faut définir ce qu'il y a à faire? J'ai des exemples sur la gauche. Attends, faut que je découvre les exemples. Ouais, vas-y, vas-y. Donc il y en a plusieurs aussi sur la gauche Ouais, après. vas-y, vas-y, lesquels sur Hop, la je gauche. vais décaler, voilà. Il y a trois différentes émotions. La première, ça peut être relativement neutre. Ouais, Quand le travail, juste il faut le faire, en fait, c'est pas forcément intéressant. ok, Donc en gros, on vient avec une user story, je donne une estimation, j'ai déjà l'estimation, je la donne, c'est relativement neutre. d'accord, Il peut y avoir un sentiment de fierté dans le cas où, à la base, une story qui devait prendre plusieurs jours, on trouve une solution pour le faire en moins de temps. d'accord. Et il peut y avoir un sentiment de... alors, c'est là où j'ai pas mal à choisir, vas-y, va sur la gauche. De préoccuper Mhm. quand je dois donner un engagement sur quelque chose sur lequel je ne suis pas sûr de moi. D'accord, Mais la plupart du temps, c'est un exercice où je vais être relativement neutre. ok. Oups, pardon. Ok, donc relativement neutre, et donc définir ce qu'il y a à faire, ça fait partie du job, Oui, et finalement, c'est un peu ça le. En tout cas, c'est une grande partie de ton activité, c'est ça que je comprends. c'est un rituel qui a lieu une fois par semaine, D'accord? sur lequel on va définir, on va revoir ce qu'on a déjà prévu de faire et replanifier en conséquence. Le Ok, but, c'est de donner de la visibilité pour d'autres personnes qui ont des activités annexes, ouais. type du marketing, Mhm. du commercial, qui aient une vision de oui, ça va arriver à tel moment. D'accord. Alors ensuite, il y a une deuxième étape qui va être écouter les clients et imaginer les solutions. Alors là, est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus sur ça? Alors, en règle générale, cette activité-là, ça reste une activité qui est très produit, donc portée par des gens comme Antoine. Mhm. Dans mon cas, la partie que je trouve le plus intéressante dans ce monde-là, quand on est en train d'écouter les clients et d'imaginer des solutions, c'est qu'en tant que CTO ou par l'expérience que j'ai eue en tant que développeur, euh, je peux envisager des trajectoires ou des solutions qui sont relativement inédites ou auxquelles les gens ne pensent pas immédiatement. C'est-à-dire que ça m'est arrivé d'avoir quelqu'un qui me dit bah ça on peut pas le faire, c'est trop long, et de dire bah en fait si, en faisant comme ça,
on va être capable de le faire en moins de quelques jours. Et cette relation client, en gros, là où elle est intéressante, c'est qu'à partir du moment où on propose une solution, on a un feedback immédiat de la part du client. Ça m'intéresse pas. Et on peut directement classer si c'est une bonne ou une mauvaise idée. D'accord. Là où parfois, quand on le fait en interne, par rapport à d'autres personnes de l'équipe, il n'y a pas les mêmes enjeux. Ok. Donc en fait, il y a d'un côté définir ce qu'il faut faire, et là donc, on essaie de découper pour permettre que ce soit développé, et de l'autre, il y a un travail un peu plus imaginatif, enfin en tout cas, où il y a plus de réactivité peut-être. T'es face à un plus fort enjeu, et tu dois essayer de trouver, de mettre du lien pour proposer des solutions, c'est ça l'idée? Alors, dans définir ce qu'il y a à faire, il y a vraiment le besoin, en fait, indirectement, on a une équipe Ouais, de, aujourd'hui, 3 développeurs, ok. qui, eux, ont besoin d'une certaine régularité dans ce qu'ils doivent développer. Ils ne changent pas d'objectif tout le temps. Et enfin, moi, le premier, quand je fais du développement, j'aime bien au moment me focuser sur un sujet, travailler pendant 3 ou 4 jours, puis passer sur un autre sujet. Hmm, Euh, et effectivement, le travail qu'on a à faire en amont à cet endroit-là, c'est pour s'assurer que ces gens-là ont la matière pour être capables de délivrer la meilleure valeur possible pour Stakeo. d'accord, Et bah, si on structure pas ce travail, tout le monde va dans sa direction et chacun va dans une direction différente. Et à un moment, recoller tous les morceaux ensemble, ça peut être compliqué. d'accord. Dans le deuxième cas, on est plus dans une vision prospective à 1, 2, 3 mois de Ok, ce que pourrait être le futur. Donc on est plus dans un effort imaginatif, dans un effort de trajectoire du produit. d'accord. Ok. Donc on a une vision de projection et derrière c'est d'exécution finalement. C'est Euh, ça. et donc là du coup cette partie-là, comment tu la définirais au niveau émotionnel? Alors celle-là pour moi c'est toujours des moments que j'apprécie énormément. Ouais. Écouter des gens, voir comment ils perçoivent le problème que nous on essaie de résoudre. D'accord. Euh, et surtout, dans certains cas, par leur expression même, nous amènent la solution de comment on doit le faire. Ok. Et donc là, c'est un moment où je suis toujours extrêmement stimulé. D'accord. C'est vraiment que ça te plaît beaucoup. C'est vraiment. Oui, c'est un moment où j'ai vraiment un feedback sur ce qu'on fait et sur les problèmes qu'on est en train de résoudre. D'accord. Ok. Et où, indirectement, on a aussi l'impression d'avoir un impact sur la vie des gens. C'est-à-dire qu'on leur amène quelque chose qu'avant ils ne pouvaient pas faire. Hmm. Donc d'un côté il y a vraiment ce travail de réflexion, de projection où on comprend l'impact qu'on a, et donc de l'autre il y a le parti découpage pour permettre aux personnes de travailler. Hum, Ok. Euh, bon, très bien, ça permet déjà de se projeter un peu plus. Tu parlais d'organisation d'équipe. Donc, dans l'organisation d'équipe, quelle serait la première étape qui te vient à l'esprit? Alors, il y a une première dimension qui est managériale. Ouais, Euh, S'assurer que les gens qui vont travailler sur les assets qui sont produits par Stakeo le fassent avec plaisir. hmm, Euh, Qu'ils aient le sentiment qu'en fait, on ne leur met pas des ballons dans les roues, au contraire, on les encourage à aller dans ce qu'ils savent faire. d'accord. Ok. Donc pour toi, c'est ça que tu entends par le management, c'est du soutien et le fait d'accompagner pour fluidifier un peu les choses. Alors, ça va plus loin sur le management. Pour moi, l'intérêt du management, c'est vraiment que quelqu'un dont on est le manager ou le mentor, le mot mentor parfois est plus adapté, euh, le soir en connaisse plus que le matin quand elle a commencé. Qu'elle progresse, qu'elle soit en mesure de se projeter davantage, d'ouvrir son potentiel. Et
ça rejoint, pour moi, c'est quelque chose qui est très proche du métier d'enseignant. D'accord. Ok. Concrètement, ça veut dire quoi, manager quelqu'un? C'est quoi, si t'as un exemple, une histoire enfin, à nous raconter pour que les gens puissent se représenter ça? Euh, Manager quelqu'un, c'est... en tant que manager, vous avez une vision sur ce que l'entreprise a besoin. En tant que manager, vous avez aussi une vision sur ce que la personne veut devenir. Elle est capable de vous le donner, en tout cas, nous, dans des rituels tels que le one-on-one, le 3, qu'elle a une fois par semaine, on va échanger sur ce qu'elle veut devenir, ce qu'elle veut faire. Euh, En tant que manager, vous avez la responsabilité de coupler les deux. Vous avez des objectifs d'entreprise, vous avez des objectifs, des ambitions individuelles. Ça marche bien quand vous arrivez à coupler les deux. En gros, prendre une ambition d'une personne et faire en sorte de lui, dans une ambition d'entreprise, lui donner les moyens de l'exprimer. Hmm. Euh, et pour moi, c'est ça un des rôles du manager, euh, tout en sachant que le challenge que tu as en face de toi, c'est qu'à un moment, il y a des objectifs de l'entreprise doivent atteindre et comment la personne de l'autre côté doit les réaliser. Mais concrètement, qu'est-ce qui se passe dans une action de management? Ce management, tu peux passer de deux choses. Il y a des moments où c'est quelque chose de plus light, où en gros, on va vraiment s'intéresser à la personne. D'accord? Par exemple, j'ai un de mes managers qui souhaite écrire un ouvrage sur le développement front-end, et je vais relire ce qu'il écrit, je vais l'encourager dans cette trajectoire-là. On est dans un moment où effectivement, on essaie de développer la personne. Ok. On a un deuxième moment, sur cette même personne, où on a une user story à faire à délivrer. Et effectivement, le résultat n'est pas à la hauteur de ce qu'on attendait. Et on va avoir une discussion sur comment est-ce qu'on peut faire en sorte d'avoir à tout prix le bon résultat qu'on attend à ce moment-là. D'accord. Donc c'est un peu un milieu schizophrène, dans certains cas. Ok. Je crois que j'ai raté une question du chat. Je suis désolé, Ariana. Les clients sont beaucoup sollicités. Je pense que ça faisait référence tout à l'heure à l'activité que tu avais. Ça veut dire que l'activité de rencontre des clients pour avoir du feedback, c'est quelque chose que tu fais souvent? C'est quelque chose que je vais faire entre 2 à 3 fois par mois. D'accord? Euh, En règle générale, c'est le moment où on va faire des démos, on va montrer notre produit, les gens vont l'utiliser, on va les voir l'utiliser. Ce qu'Antoine m'a appris, c'est à laisser les gens utiliser le produit et observer, juste observer ce qui se passe et en tirer les conclusions et après se dire comment est-ce que, une fois que j'ai vu ça, qu'est-ce que je peux faire pour que les choses qui ont été des frustrations, que j'ai observées comme des frustrations, ne le soient plus. Ok. Euh, Indirectement, c'est pas forcément une forte sollicitation. Ça peut avoir lieu sur un espace de 20 minutes. À un moment, quand vous observez quelqu'un 20 minutes, vous arrivez à sortir parfois avec du travail pour 2 semaines, 3 semaines. D'accord. Ok. Donc du coup, voilà, bah, pour te répondre, 2 à 3 fois par mois en moyenne. Alors sur l'organisation d'équipe, tu parlais de management, est-ce qu'il y a d'autres choses Alors dans une startup, il y a le côté recrutement. Ouais, d'accord. Alors excuse-moi, avant de passer au recrutement, juste l'état un peu émotionnel sur le management, comment tu vis ça toi? Euh, il y a deux émotions possibles. Ouais, Dans le cas où je suis dans le développement personnel, ça va être toujours une sorte de fierté d'accord. d'arriver à accompagner des gens. Et une deuxième côté qui est pour le coup beaucoup plus négatif, c'est pour avec les émotions à gauche que je regarde, euh, un côté ennuyé de devoir forcément parfois demander à des gens de faire des choses sur lesquelles... Comment expliquer ça? C'est vrai que c'est... Le fait de demander à quelqu'un à faire quelque chose est normal. Euh, Menti, c'est toujours demander à quelque chose de faire quelque chose que je ne serais pas prêt à faire. Et parfois, dans des demandes, des choses comme ça, il y a une volonté de protéger l'équipe qu'on a dessous et de se dire est-ce que c'est son rôle, est-ce que c'est le bon, est-ce que c'est pas parce que j'ai fait une décision préalable qui fait qu'il est dans une situation difficile. D'accord, Et arriver à créer cette déconnexion, ça, moi, ça me crée une critère d'ennui parce que parfois il n'y a pas le choix. d'accord. Donc, C'est que je demande à quelqu'un de réparer les choses qui sont une mauvaise décision de ma part. d'accord.
Ok. Bon, en tout cas, j'ai l'impression que c'est un truc que tu as vachement creusé, l'aspect managérial. C'est une manière de voir les choses qui est... on sent que tu as du recul sur ça et que tu as l'air d'avoir travaillé le sujet. Je sais pas ce que vous en pensez dans le chat, mais en termes de management, c'est des mots rares que j'entends là. Donc, bah écoute, merci pour ton partage. C'est cool. Tu me parlais de recrutement aussi. Alors, en général, une start-up, ça porte dans le nom, start-up. En Ouais. gros, démarrer puis aller très vite, très haut. Ouais, La notion de recrutement est assez centrale. C'est-à-dire d'accord. que on va, un moment, on peut faire des choses seul, mais on va vite se retrouver bloqué. Hmm. Et dans le recrutement, il y a plein de challenges qui sont face à nous. Euh, on a la chance d'être dans des métiers qui ne souffrent pas de crise de l'emploi. Ouais. Et quand vous êtes de l'autre côté de la barrière, vous avez le malheur d'être dans des métiers qui ne souffrent pas de crise de l'emploi. Hmm. C'est-à-dire que recruter est difficile. D'accord. Pas dans le sens. Il y a donc un marché où il y a beaucoup de demandes, un marché où il y a beaucoup d'offres. Et recruter prend du temps. Ok. Euh, un moment, quand vous décidez d'ouvrir un poste, en règle générale, il faut compter entre 3 et 5 mois pour arriver à avoir quelqu'un sur ce poste-là. Malheureusement, une startup, la vision 4, 3 à 5 mois, elle n'est pas là. D'accord. Parfois, vous dites, bah, j'aimerais bien l'avoir le mois suivant. Euh, J'aimerais bien. Donc, c'est. Parfois, vous cherchez quelqu'un et vous retrouvez personne. Euh, et pareil, vous avez aussi des contraintes qui sont dans une startup. Vous avez levé de l'argent, vous ne gagnez pas d'argent. Vous avez des contraintes salariales. Vous recrutez à un certain niveau de salaire. Alors, vous avez des possibilités que vous ne rencontrez pas dans d'autres entreprises, notamment la capacité d'intéresser des salariés à des parts d'entreprise, c'est-à-dire un peu de baisser la charge salariale pour l'entreprise. En gros, si ça réussit, tu auras des parts, tu vas évoluer, et donc tu pourras récupérer ta mise un peu plus tard. Hmm. Mais à un moment, vous n'êtes pas capable de vous aligner forcément avec des salaires qui vont être proposés par l'industrie. Donc ça va trouver toujours le juste milieu. Et ça a demandé de rencontrer beaucoup de gens, de discuter. Euh, et ces moments-là sont toujours des moments extrêmement riches. Moi, j'adore rencontrer des gens, même quand... Le plus intéressant en réalité, c'est quand il m'est arrivé, même moi, quand je passais l'entretien d'embauche, de savoir dans une entreprise que je ne cherchais pas l'emploi et que la personne en face avait déjà trouvé. Et en fait, c'est les meilleurs entretiens que j'ai passés. Parce qu'en fait, il y a une honnêteté complètement des deux côtés. D'accord. C'est qu'en fait, vous rencontrez, vous savez qu'il va rien se passer, mais ça permet d'avoir un échange Ça permet très d'avoir un franc. échange qui est juste franc, qui est juste génial. D'accord. Et ben, quand j'ai eu à recruter pour Sakeo, que ce soit donc parfois des salariés en CDI, des fois des prestataires, chaque fois il y a un côté stress de faire le mauvais choix. Grosso modo, un mauvais choix en startup, ça vous casse une dynamique. Pourquoi? Parce que tout simplement, on va dire que un développeur qui est en plus dans mon équipe, c'est 30% de mon temps qui disparaît. Si ce développeur n'est pas le bon, j'ai quand même ces 30% de mon temps qui disparaît. D'accord. C'est très égoïste, mais à un moment, le problème, c'est que si vous tombez dans le recrutement, vous faites impacter ça à tous les niveaux d'entreprise. Et parfois, l'erreur de recrutement n'est pas sur l'aspect technique, n'est pas sur la personne, c'est pas sa faute. C'est juste qu'il n'y a pas de fit culturel avec l'entreprise. D'accord. C'est pas forcément du fait qu'il est mauvais ou que vous êtes mauvais. C'est juste que ça marche pas entre vous deux. Et en fait, honnêtement, pendant 6 mois, vous allez le payer. Ok. Donc ouais, je sens qu'il y a plusieurs choses qui se passent dans cette étape-là. Du coup, côté émotionnel, le recrutement, comment tu le définirais? C'est un moment où on est très concentré. Ouais. Je sais pas si c'est quelque chose comme ça. Bah, j'y suis ici, je vais me Stimuler, j'ai déjà concentrer. utilisé. Je vais le mettre en Allez. concentré. Je le rajouterai parce que concentré. Ok. Donc, Et c'est un moment qui est aussi super riche parce que c'est un moment de rencontre. donc comment tu le définirais, toi? Comment tu te sens à ce moment-là?
Euh, angoissé. Angoissé de faire le mauvais choix. Il y a toujours cette peur du mauvais choix. D'accord. Ok. Il y a Shagim, un certain personne que l'on connaît, qu'on a vu tout à l'heure. Euh, Oh, nous sommes... C'est hyper drôle, c'est hyper drôle. Là, on est en mode malade. Tu privilégies comment en période de crise? Alors, hop. Attends, excuse-moi. Tu privilégies comment en période de crise sur la vision technique, compétences, humain, feeling? Donc, alors, tu dis comment en période de crise? Donc, en gros, est-ce que tu as compris la question? J'ai une forme de compréhension, je suis pas sûr que ce soit la bonne, mais je vais essayer d'y répondre de la manière dont j'ai compris. Ouais. Euh, En période de crise, malheureusement, c'est pas là où on est en recrutement. Les recrutements, en période de crise, vous avez déjà votre équipe. L'équipe est déjà en place. Donc à un moment, c'est que vous payez des choix qui ont été faits au préalable. Et à ce moment-là, c'est là où vous payez l'addition, pour moi. Mhm. La question de la vision technique, la compétence ou le même feeling en période de crise, euh, bah, malheureusement, c'est les trois en même temps parce que Alors, en période de crise, recruter une personne genre méga forte, quitte à ce que le projet avance, mais que le feeling, ça passe pas trop. j'ai pas encore eu à faire ce choix et j'espère ne pas avoir à le faire et j'ai peur d'avoir à le faire. Ok. En tout cas, si tu veux nous partager des choses sur ça, Shagim. En règle générale, les gens que j'ai connus qui ont eu à faire ça l'ont tous regretté, mais indirectement, bah, l'histoire était déjà écrite. Donc peut-être qu'ils l'ont regretté, mais ça les a peut-être sauvé la vie aussi. Donc je sais pas. Ok, jolie idée. Alors, du coup, une dernière étape, donc assurer la recherche et développement. Est-ce qu'il y a plusieurs choses là-dedans ou c'est Alors, plutôt une c'est étape? en vrai, je pense que le mot recherche et développement est un peu fort. C'est plutôt une sorte de vision technique ou de vision d'industrialisation. Ok. Donc là-dedans, ce serait quoi l'étape qu'il y aurait dedans? Alors, là, le premier niveau, c'est que sur une boîte comme Stakeo, qui a vocation à c'est une boîte comme Sakeo qui a une vocation qui est accréditée Deep Tech. Mhm. Il y a le monde de la recherche qui est porté par Pascal et Guilhem, qui est un monde très conceptuel où je me souviens d'une phrase que j'ai entendue d'une personne en recrutement. Il dit une différence entre réaliser des choses et produire de la connaissance. Ouais. Donc ils ont une capacité extrêmement forte à produire de la connaissance. Mais à un moment, mon rôle, c'est de prendre cette connaissance et de la rendre concrète. Et là, il y a encore une phase de recherche et développement qui n'est pas finie, qu'il faut réaliser. Alors, on a aussi des outils en tant que CTO, toujours pareil. En tant que CTO, on a des outils qui sont souvent humains. Ces outils peuvent être de plusieurs formes. Pour avoir un salarié quand vous êtes sur une grosse équipe. Mais en règle générale, on connaît tous, c'est le stagiaire. Mhm. Pour avoir des stagiaires, des apprentis qui sont en mesure, en fait, indirectement, qui sont des gens qui ont souvent la tête très bien faite, en fait. C'est-à-dire que moi, je suis toujours admiratif du travail qui est fourni par des gens en stage. Euh, Sauf que c'est des gens à qui je ne saurais pas faire délivrer. Parce qu'ils n'ont jamais appris à travailler en équipe, ils n'ont jamais appris la manière d'écrire du code pour que ce soit réalisé par d'autres personnes. Mais sur ces parties-là, ils vont être capables de, si on leur donne un sujet avec un cadre, d'évoluer dans ce cadre et de fournir une trajectoire. Le plus souvent, c'est pas un produit final. En réalité, j'ai rarement eu à réutiliser le produit d'un stagiaire. Le plus souvent, il est redéveloppé derrière. C'est, ils fournissent, en fait, ils balisent le chemin qu'on va refaire, sauf qu'on va le faire après, 3 fois plus vite qu'eux grâce à leur travail. D'accord. Est-ce que tu peux juste préciser ce que c'est le delivery, juste pour bien comprendre? Alors, le delivery, c'est le fait, à partir du moment où on a défini une idée, on sait ce qu'on doit faire, c'est la capacité à exécuter. La capacité à faire en sorte que ça devienne non plus quelque chose de mental ou visuel ou que on aurait pu exprimer sur la forme de maquette, mais vraiment quelque chose utilisable par quelqu'un qui est l'utilisateur du produit. D'accord. Donc le delivery, c'est vraiment la création du produit et cette partie-là, donc la vision technique, ça va être plus euh, le fait de voir un peu en avant, quoi. C'est plutôt le côté de créer la cohérence ou la technique en tant que telle, elle a à la fois de l'importance et pas d'importance.
euh, elle a l'importance parce que c'est un enabler. C'est quelque chose qui permet de réaliser des choses. Ok. C'est-à-dire qu'à un moment, si j'ai sous la main une technologie qui m'a de réaliser quelque chose qui était impossible avant pour moi, typiquement par exemple de la reconnaissance de caractères sur du texte, et que j'utilise, c'est un enabler. C'est-à-dire que quelqu'un qui l'a jamais fait a l'impression de voir de la magie. Mhm. La technique en même temps, c'est quelque chose de perturbant dans le sens où le fait que je le fasse prenne du temps. Et ce temps-là, j'ai plein de manières d'utiliser. Et toute la complexité, c'est d'assurer à savoir où est-ce que je mets l'énergie des gens avec qui je travaille, des gens, et ça ne se décide pas seul. Pour le coup, c'est pas moi qui le décide. En tout cas, je fais partie des décisions, mais je ne suis pas le seul décisionnaire à bord. On va trouver la personne qui s'occupe du produit, on va trouver le développeur lui-même. Mhm. Le développeur lui-même qui a aussi ses convictions. La personne partie de l'équipe qui va me dire, bah, en fait, moi je crois qu'il faut faire ça. Et à un moment, on va se regarder, on va dire, ok, en fait, on a le sentiment que tu as le bon truc, vas-y. On a aussi, par exemple, la Pascal qui est CEO d'entreprise, c'est-à-dire, moi ma vision elle est là, il faut y aller. Et là, bah, on va aussi se mettre en ordre de manœuvre pour le faire. Mais à un moment, moi mon rôle c'est toujours de pouvoir faire stop, là si on va maintenant et qu'on part sans, on n'a pas assez d'informations, on n'a pas assez de connaissances pour partir. D'accord. Comment t'appellerais cette étape, toi? Euh, Est-ce que c'est un rôle de vigie, d'alerte? alors c'est pas de l'alerte. J'aime bien le terme de vigie. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour ralentir l'entreprise. C'est pas le but. Le but justement c'est de donner la capacité d'accélérer au moment où on a besoin. Donc ce rôle de vigie il est très, très parlant. Euh, Ça va être par exemple de formaliser des offres de stage ou d'encourager les gens à formaliser des offres de stage quand ils ont un sujet. Si un développeur vient me voir en me disant je veux étudier tel concept, j'en ai besoin pour tel moment dans le produit et que ce n'est pas l'ordre du jour, je peux lui proposer justement de écrire un stage dans lequel il va mandater un étudiant qui va le réaliser, parce que l'étudiant ne va pas apprendre, D'accord. lui il va apprendre ce que fait l'étudiant, et nous, l'organisation, va apprendre pour le réaliser encore plus vite derrière. Ok, ça marche. Ce rôle-là, cette étape-là, comment tu la définirais au niveau émotionnel? Euh, alors c'est que j'ai de plus en plus à faire, et pour l'instant, c'est quelque chose où je suis énormément en apprentissage. Euh, alors, vas-y, déplace. Continue, il n'y a pas d'autre. Non. Je suis au bout, mais euh, c'est à la fois très motivant et aussi relativement stressant. Ok. Ok. Donc, si on doit essayer de conclure, en tout cas, de rentrer un peu plus dans le concret du rôle, bah, après on va passer donc à une partie un peu plus émotion. Il y a toute une partie donc qui va être assurer la vision, qui va être essayer de faire la vigie pour bien s'assurer. Eh, au fait, est-ce que vous avez bien vérifié que les choses que vous dites, on va pouvoir le faire? J'ai l'impression qu'il y a aussi toute la partie humaine, c'est le recrutement et le suivi d'une Mhm. équipe. Et enfin, il y a le fait de délivrer le produit, ça va être de s'assurer que les personnes à qui tu travailles puissent travailler convenablement, c'est-à-dire que le travail soit clair, et qu'en plus tu puisses, tu as, un rôle aussi de tester le produit, en tout cas de participer au fait d'avoir des retours pour voir si c'est les bonnes choses que tu fais. Exactement, sur un site ou en startup. Donc, le truc qui est marrant dans cette frise-là, c'est que plus l'entreprise grossit, plus on va aller vers la droite. D'accord, Moins on va s'intéresser au produit, plus on va s'intéresser à l'équipe et à la vision. Sur un CTO qui va être une entreprise de plusieurs milliers de personnes, il va être porteur de vision. d'accord. Bah, écoute, je te remercie pour de t'être prêté le jeu à cet exercice-là. Super intéressant. Euh, je trouve aussi. Je trouve aussi, c'est toujours chouette de pouvoir essayer de structurer un peu son esprit par rapport à ça pour prendre un peu de recul. Alors,
pour terminer, donc on va passer sur la phase émotion. Et là, l'idée, c'est que je vais essayer de chercher un peu des histoires. Et donc, la première question que j'aimerais te poser est la suivante. Quel serait un moment de grande fierté que tu as, toi, dans ton activité, que tu pourrais nous raconter? Le moment où je recrute un premier employé. Le recrutement du premier employé. Ouais. Ouais, C'est c'est le moment où je quitte littéralement le monde du leader technique pour prendre en partie, pour ou commencer à prendre ce rôle de CTO. d'accord. Voilà. C'est vraiment ce moment-là dans lequel on a toujours des doutes, on a le sentiment de faire le bon choix, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Euh, on sait que pour une fois, c'est pas comme une mission conseil où souvent l'équipe, vous avez récupéré et la structuré. Là, vous avez fait le choix. En gros, c'est un choix qu'on fait, que j'ai eu à faire moi. Et c'est et se dire qu'on embarque quelqu'un dans une aventure, qu'on crée un emploi, bêtement, euh, je suis super fier. À quel moment tu as vécu cette fierté? Est-ce que tu te souviens du moment où tu dis putain là c'est vraiment cool? Le moment où on rédigeait ensemble sa fiche de poste. D'accord. C'était le dernier entretien, donc chez Sakeo, on a 4 entretiens. Le quatrième, c'est le moment où on va se mettre ensemble autour d'une feuille de papier, enfin, un document Word, un document Google Doc, puisque maintenant on est en période Covid. En même temps, Sakeo a connu que la période Covid. Et on va définir, en fait, dans l'entreprise, qu'est-ce que tu vas faire. Et j'amène des choses, mais je m'attends à ce que la personne en face m'amène aussi. Et là, c'est un moment d'échange qui est extrêmement riche, où chacun se projette dans moi, dans le potentiel de ce qu'il va pouvoir faire, et lui, dans ce qu'il peut amener dans l'entreprise. D'accord. Et du coup, donc tu t'en souviens, c'était arrivé, c'était il y a combien de temps? C'était en septembre dernier. Ok, ok, ça marche. Bon, bah, très bien. Euh, Maintenant, au contraire, un truc dont t'es pas forcément très fier, ce serait quoi? Euh, la plupart des temps où je me sens pas fier, c'est quand j'ai imposé mes idées au-delà du raisonnable. Un moment, en tant que, on se retrouve dans une position hiérarchique et on a un poids qui est présent juste par culturellement. Et avec le recul, à ce moment où j'ai dit on fera comme ça, alors que la personne n'était pas d'accord, et au bout de quelques jours, je me rends compte qu'en fait c'est une mauvaise idée. Euh, et que c'est pas que, grosso modo, c'est vraiment que j'ai imposé la décision au départ. Là, je me sens mal. C'est des moments que j'ai vécu où j'étais pas très bien, euh, où la plupart du temps, donc j'ai appris par à aller m'excuser auprès des personnes et à exprimer le fait que, effectivement, je suis en tort. Mais parfois, ça arrive plus souvent qu'on croit. Enfin, ça m'est arrivé plus souvent que ce que je le pensais. Donc là, tu vois, il y a une question, tu l'as imposée parce que tu étais sûr de toi, c'est ça? Euh, et c'est là où j'en suis pas complètement sûr. C'est-à-dire que j'aurais pu l'imposer si j'étais sûr de moi. Dans certains cas, je l'ai fait et ça s'est très bien passé. Mais peut-être que dans ces moments-là, si je l'ai imposé parce que euh, j'avais une sorte de foi et pas une compétence, en fait, une sorte de croyance. C'est-à-dire que c'est pas comme si, à certains moments, sur certains concepts, quand c'est très technique, je suis sûr de moi. Là, je peux imposer mes décisions et j'ai aucun mal avec ça. Et je peux démontrer par A plus B dans ce genre de cas que c'était ma décision, pardon, c'est pas ma décision, que c'était comme ça qu'il fallait faire, par mon expérience dans ce genre de choses. Et il y a des moments où, par fatigue, parfois, souvent au bout d'une discussion de 10-15 minutes, euh, où effectivement j'ai parfois imposé ou élevé la voix en imposant une forme de décision, ou quelque chose à faire, ou la manière de faire.
T'arriverais à mettre des mots sur le besoin que tu avais à ce moment-là? Euh, le plus souvent, ça se rapprochait de la colère, donc le besoin d'exprimer des limites. D'accord. C'est-à-dire que c'est le besoin de pouvoir dire, le carré, il est là, faut pas en sortir. Ok. Donc en gros que là c'était hors sujet. Donc c'était de recadrer, besoin d'efficacité, c'est ça? Euh, ben, je suis pas sûr. Dans certains cas, peut-être c'est juste un besoin de s'exprimer ou de. D'accord. C'est-à-dire que parfois, quand on est dans une position pas d'encadrement, ces choses sont exprimées aussi. Sauf qu'effectivement, elles vont pas être suivies parce qu'il y a le garde-fou. Indirectement, dans ce genre de posture, quand vous êtes dans une posture de responsabilité, vous n'avez pas forcément le garde-fou. D'accord. Ok. De grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Ah, d'accord. Donc un adage qui te parle du coup? Spider-Man. Ah, Je, je regarde ces deux premiers films de manière extraordinaire. Bon, le troisième est à rater, mais c'est dommage. ok. Bon, en tout cas, merci pour ce témoignage. Une grande peur que tu as eue, ce serait quoi? Ah, lancer une entreprise en avril 2020. Sachant qu'on avait commencé à réfléchir au projet en décembre 2019. Ouais. Décembre 2019, tout allait bien. Avril 2020, on lance une entreprise dans laquelle on a une levée de fonds. J'avoue qu'à ce moment-là, je connaissais pas encore les membres de l'équipe, je connaissais un peu Pascal, je connaissais très bien Antoine, je connaissais un peu Guilhem, mais j'avais vraiment le côté, je venais de démissionner, et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe si on n'arrive pas à lever de fonds? Et en fait, si Pascal a réussi à. Pascal est extraordinaire là-dessus, elle a réussi à lever les fonds ben, courant mars, donc au moment où tout le monde était en panique. C'est Hmm. extraordinaire. Extraordinaire. Donc toi, ça t'a rassuré de... Ah, totalement. D'accord. Totalement. C'est. Les gens qui sont capables de faire ça, de créer un climat de confiance dans ce climat de panique, c'était. Je suis admiratif. Je suis admiratif. Écoute, je trouve ça très clair. Donc, ok. J'ai mettre un climat de confiance dans un climat de panique. Donc, tu dis que tu es admiratif. Ça veut dire que c'est quelque chose que tu n'as pas constaté souvent? C'est ça l'idée? Euh, en fait, c'est quelque chose que j'ai pas. En tout cas, dans l'écosystème dans lequel j'évoluais, qui était le monde du conseil, la relation est purement commerciale. Je te rends un service, j'ai de l'argent. Hmm, Là, on est dans un modèle où faites-nous confiance, on va révolutionner le domaine de la connectivité. hmm. Moi, D'accord. c'est. Ok. Avant que je le vois, c'était de la science-fiction. Donc, c'est vraiment très différent. C'est ce que tu expliquais un petit peu sur le côté startup. C'est qu'il n'y a pas forcément une attente de revenus de l'ordre de 3 mois, comme un commerce, mais ça peut être bien plus lointain. Ça va soit être de 3 ans. D'accord? C'est pas non plus, on vous signe pas un chèque en blanc, hein. Ouais. C'est un moment, les gens mettent par palier. Si à un moment, sur chaque palier, vous répondez pas aux exigences, ils vont arrêter de mettre et enfin, la boîte peut disparaître. Hmm, Une expérience startup peut s'arrêter, pas du jour au lendemain non plus. C'est gérer une trésorerie. Mais c'est quelque chose qui a une ambition, et si cette ambition n'est pas atteinte, elle n'est pas atteinte et l'aventure s'arrête. ok. Quelque chose qui t'a beaucoup énervé, ce serait quoi? Euh, c'est surtout sur le rapport au temps parfois, ou ce genre de choses. Indiquer que quelque chose va être fait à telle date et se dire à la fin, en fait, on ne s'est pas mis d'accord, on n'a pas réussi. Enfin, il y a une déception sur ce qu'on livre à ce moment-là. Euh, et là où c'est très énervant, c'est en fait quelque chose qui se répète. Dans toutes mes expériences, c'est quelque chose qui est arrivé. Et chaque fois, on dit que ça n'arrivera pas. Et en fait, ça arrive tout le temps. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire plus? C'est-à-dire que
À un moment, on prend un engagement, on pense qu'on sait ce qu'on va devoir délivrer, on sait ce que les gens attendent, et en fait, on se rend compte au bout d'un mois et demi, quand on est déjà en plein rush, qu'en fait, c'est pas ce qu'ils attendaient. Et bah, ça énerve de toujours faire cette même erreur. Comment tu t'es prémuni pour essayer? Parce que tu dis que ça arrive plusieurs fois et j'imagine que tu as essayé de trouver des stratégies pour corriger ça. Enfin, Bah, je me repose beaucoup sur toi, hein. Tu fais des formidables maquettes. On essaie au maximum d'essayer de donner des éléments très concrets sur ce qui va être délivré. Mais à un moment, le problème, c'est qu'après, on peut rentrer aussi dans l'inertie. Le fait que constamment vouloir proposer, vouloir donner ce que ça prend beaucoup de temps, et en fait, ça nous met en retard. Et à un moment, il n'y a rien de pire que de. Enfin, il vaut mieux délivrer un mauvais produit, mais le délivrer, que avoir un bon produit et ne jamais délivrer. En règle générale, ça marche quand même beaucoup mieux. hmm, Et trouver le juste milieu, c'est un exercice d'équilibriste et on a plein de stratégies pour réduire. On réduit souvent la taille de ce qu'on va faire. On essaie de délivrer le plus tôt possible. Euh, on essaie de le faire de manière le plus incrémentale possible. Mais à un moment, parfois, on pense qu'on est bon. On a fait déjà trois itérations. Donc trois itérations, on a livré quelque chose. Les gens, oui, ils sont contents. Sauf qu'au bout de la quatrième, on se rend compte. Enfin, ils reviennent, ils disent, bah, on aura ça. Ah bah non. Et là, on est reparti pour une discussion très longue. d'accord. Donc c'est des mésententes constantes par rapport à des espérances des personnes avec qui tu travailles. Oui, ou même mes propres expériences aussi, des gens à qui je demande de faire des choses, et ce genre de choses. D'accord. Et donc du coup, c'est quoi tes besoins toi par rapport à ça? Si tu arrives à mettre des mots dessus. J'ai pas de besoin en tant que tel. C'est-à-dire que. C'est-à-dire un moment, il n'y a pas de besoin en tant que tel. Aujourd'hui, j'ai appris que ça fait partie du travail. Mhm. Euh, c'est un aspect plutôt de négociation. Euh, donc non, j'ai pas de besoin particulier. Aujourd'hui, on a déjà mis en place beaucoup de choses pour faire en sorte que ce soit pas si lourd que ça. Notamment par le travail que tu fais sur des maquettes, sur la de projection, sur des prototypes, sur des choses comme ça qu'on va développer. Euh, mais il n'empêche que ça ressort de manière régulière. Entendu. Dernière émotion, donc quelque chose qui t'a beaucoup attristé. Qu'est-ce que ça serait? Je crois que chez Stakeo, j'ai pas encore vécu de moments tristes. Euh, j'ai pas eu de moments tristes, on n'a pas encore traversé d'énormes périodes de crise. On a eu des hauts, des bas comme dans à peu près toutes les entreprises. Mais j'ai pas eu de choses où je me suis dit, où je me suis dit j'ai regretté de ne pas avoir fait quelque chose. Euh, dans la tristesse, il y a la. Moi, je l'associe beaucoup au regret. Ouais. Euh, et jusqu'à présent, il y a très peu de décisions que j'ai regrettées. Des choses que je me suis dit, on aurait dû le faire, on l'a pas fait, on s'est arrêté, ou ces décisions que j'ai prises étaient mauvaises. J'ai pas encore eu ce luxe-là. Mais je sais que ça va arriver. Mais pas de vision. Donc non, je sais pas comment répondre à ces questions. Euh, Est-ce que tu aurais un exemple de déception? Tu as l'air en fait d'avoir des attentes par rapport à ça. Tu dis que c'était pas arrivé à Stakeo. Ce serait quoi quelque chose qui... j'ai l'impression que tu anticipes quelque chose que tu as peut-être déjà vécu avant. Non, enfin, j'ai pas, j'ai eu des, comment expliquer ça? Ça fait un sacré nombre d'années quand même que dans l'expérience professionnelle, j'ai pas eu de grosses déceptions ou de D'accord. déceptions importantes. Ok. La boîte où j'étais avant était formidable pour ça. Octotechnologie était un environnement qui était extrêmement riche. J'ai eu des déceptions et pas des choses qui m'ont attristé. Ok. Les boîtes où j'étais avant, c'est pas tout à fait pareil. Hmm. J'ai pu avoir des cas où effectivement on m'avait promis des choses, je ne les ai pas eues.
Mais je pense aussi une évolution dans la maturité par le monde de l'emploi. J'ai pu se rentrer dans les cases, sûrement. Ouais. J'ai plus appris les règles du jeu. J'ai pas eu de grosses déceptions. Bon, eh ben, écoute, c'est très clair. Merci beaucoup pour ton partage, Fabien. Ben, merci de m'avoir invité. En tout cas, sur les émotions, c'est pas encore tout à fait terminé. Regarde, tu vois, on a même Ah, la lumière qui s'excite pour passer à la fin, donc à la conclusion. ouais. Euh, Quel serait le conseil que tu donnerais pour les gens qui ont envie de faire comme toi? Donc là, j'imagine que ce serait peut-être des développeurs, des gens dans l'informatique qui aimeraient bien essayer de passer enfin, devenir un peu CTO. Ce serait quoi, toi, le conseil que tu aurais envie de donner? Euh, alors, j'ai bien un conseil, mais j'essaie de l'exprimer parce qu'il est compliqué. En tant que CTO, on dit souvent qu'il faut savoir dire non. En gros, il faut exprimer le fait que non, on ne fera pas ça, non, c'est pas possible. C'est un mot qui revient souvent. C'est un mot qu'il faudra employer. La stratégie, c'est tout simplement un des points importants plutôt que de dire non, c'est vous avez le droit de dire non et vous devez dire non quand vous savez que c'est pas faisable, mais vous avez la responsabilité de proposer des options. D'accord. Euh, et en règle générale, chaque fois que vous dites non, dites-vous qu'est-ce que je peux proposer en face. Quelles sont les options que je peux proposer. Euh, de même que l'autre élément que je recommanderais, c'est que si on vous pose une opportunité sur laquelle vous ne vous sentez pas légitime, parce que, pour plein de raisons, moi dans mon cas, ça a été de devenir manager bêtement, à un moment, si vous sentez que l'environnement dans lequel vous êtes est bienveillant, faites-le. Si l'environnement est malveillant, méfiez-vous. Mais si l'environnement est bienveillant, évitez de vous poser trop de questions et tentez le coup, quoi. Vous verrez bien ce qui se passe. Donc, se lancer, en tout cas, oser se lancer et, quand on dit non, proposer des solutions. Alors, plutôt que se lancer, c'est oser dire oui à des gens qui vous tendent la main. D'accord. Donc, d'un côté, c'est oser dire oui aux gens qui tendent la main, et de l'autre, oser dire non, mais en proposant des pistes. Des options, des tiroirs, on en parle souvent d'offres tiroirs. Vous pouvez dire je ne sais pas faire, mais il va falloir dire ce que vous allez faire. D'accord. Écoute, c'est très très clair. Est-ce que tu... Alors déjà dans le chat, si vous avez, si vous avez des questions supplémentaires pour Fabien, bah, écoutez, c'est le moment. En attendant, Fabien, est-ce que il y a un média que t'accepterais de partager pour les gens qui aimeraient par exemple te poser des questions ou aller plus loin si jamais c'est le cas? Alors aujourd'hui, le seul média que je dois utiliser, c'est LinkedIn. LinkedIn, d'accord? Donc en fait, toi, je peux partager du coup ta page Vas-y, LinkedIn? C'est quelque chose, donc LinkedIn, du coup. Et du coup, là-dessus, j'imagine qu'on peut t'envoyer des messages, on peut te contacter avec plaisir. facilement. D'accord, ça marche. Ok, hop, donc je le mets dans le chat. Je ne sais pas si toi, tu as des questions à poser au chat avant de conclure. C'est pas forcément. Là, on voit qu'il y en a une aussi qui arrive. Euh, donc, as-tu fait une formation spécifique pour passer de développeur à CTO? Ah, très bonne question. Déjà, j'ai fait une formation spécifique pour devenir développeur. Non, pour devenir développeur à CTO, je n'ai pas fait de formation spécifique. Je n'ai pas suivi de cursus de particulier. Par contre, à un moment, dans mon parcours professionnel, j'ai pas commencé en tant que développeur. J'ai commencé en tant que technicien de laboratoire dans le domaine des matériaux. Après, je fais un peu d'électronique, j'ai fait du community management, puis à la fin, j'ai repris mes études dans l'école d'ingénieur pour faire une école d'ingénieur en informatique industrielle qui m'a amené au métier de développeur. À partir de là, j'ai travaillé pour une société qui s'appelait Octotechnologies qui m'a donné l'occasion d'énormément progresser, passant du rôle de, au début, junior, donc développeur junior dans du delivery, à consultant confirmé senior et à manager. J'ai aussi été amené à enseigner.
sur le domaine de la data, du cloud, ce genre de choses. J'ai été amené à être directeur de mission. C'est en fait ces expériences-là qui m'ont amené vers cette position, au moment où elle s'est présentée de CTO. Mais après, voilà, c'est une position qui s'est présentée, une personne qui cherchait une équipe, euh, et c'est une opportunité. Voilà. Est-ce que je suis légitime pour être CTO? J'essaie de l'être, mais j'en suis pas sûr. Donc tu as dit oui à l'opportunité qui t'était C'est offerte. ça. Ok. Est-ce que toi tu as une question en particulier pour le chat? C'est pas une obligation, hein. Euh, Aujourd'hui encore, tu ne sais pas. Euh, je pense que pour moi, l'élément qui fera que je saurai si je suis un bon CTO, c'est déjà pour une entreprise comme une startup, il faut qu'elle continue à exister au bout de 5 ans. À ce moment-là, je pense que si on passe cette étape-là, je pense que j'aurais gagné le fait de pouvoir dire j'ai été, euh, j'ai été CTO. Euh, ou sinon, ça aurait été qu'une expérience. Donc dans 4 ans tu auras la réponse. C'est à peu près ça. Ok, ça marche. Alors écoute, Alors, j'ai pas de questions pour le chat. ça Je sais marche. pas. C'est pas grave, il n'y a aucun problème. Euh, du coup, pour conclure, Fabien, je te propose d'avoir le mot de la fin pour que cette interview. Sur quoi tu as envie de terminer? Ben, merci à vous d'avoir passé ce moment avec moi. Et merci Antoine d'avoir organisé ce moment de partage. Bah, écoute, merci de t'être prêté au jeu. Comment t'as vécu, toi, si on débrief rapidement? Comment t'as vécu l'exercice? Tu dis que t'étais stressé au début. Ah bah je suis toujours stressé. D'accord. C'est un exercice. J'ai jamais joué le jeu du stream et de l'interview Ouais. euh, sur un média public, Mhm. sans voir les gens. Ouais, Donc ouais, effectivement, la partie compliquée, c'est que je ne sais pas qui sont les gens. ouais. C'est ça. Euh, et merci de m'avoir prêté cette expérience. Bah, écoute, c'est avec plaisir, c'est cool. J'espère que les différentes étapes t'ont paru intéressantes. Au moins, Antoine il était à côté. Ouais, ouais, c'est vrai que. En tout cas, j'ai essayé de faire ça. En tout cas, l'interview était juste formidable. Bon, Merci Antoine. bah, écoute, quel honneur, quel honneur. Et bien, sur ces bonnes paroles, on va s'arrêter là pour ce soir. La semaine prochaine, on risque d'avoir une personne. Donc, tous les jeudis, il y a donc tes expériences, l'interview des activités atypiques, et on va interviewer une actrice en comédie musicale. Je crois que quelqu'un la connaît dans le chat. Donc, merci hein, pour les différents contacts que vous m'envoyez à chaque fois. C'est top, moi ça m'aide à trouver des personnes. Euh, et donc, bah écoutez, on continue. L'actu tous les matins, je vous vois, vous qui êtes dans le chat et qui revenez souvent. Merci, merci pour votre soutien, merci d'être là, c'est vraiment trop trop cool. Et puis bah, je vous souhaite une excellente soirée. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. Et puis, à demain. Salut. Salut à tous.